Et puis la préfète a récemment reçu les sages de Fria. C'était à l'occasion de la fête de l'Aide El-Fitr. Nyaleng Kondé a profité pour faire le point de la situation que traverse la ville de Fria. Elle a par ailleurs invité les protestataires à la retenue. Suivez ses propos. Les sages de Sombori, je vous remercie. Je n'accepterai pas que quelqu'un vienne détruire ici. Je vous prie de dire à ces femmes de me laisser tranquille. Je ne me bats pas avec elles. La femme doit mettre le feu sous la marmite et non dans un pays. Les sages de Sombori n'acceptez jamais que cette ville brûle. N'acceptez pas qu'on frappe des personnes innocentes. Le ramadan s'est bien passé. Que Dieu nous accorde une bonne fin, qu'il nous accorde une meilleure santé et longévité. La société Forcaria Guinea Mining So, qui exploitait la mine de Forcaria, a été déclarée insolvable en octobre 2014. Le syndic Fidatex a été sélectionné pour engager la procédure de liquidation de la société. À la faveur d'un appel d'offres, la société Ashha Pura de droit indien est retenue pour reprendre le projet à travers une procédure de redressement judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, Ashha Pura a payé 25 millions de dollars. Explication, Mamadou Kalisso, Ibrahima Souri Kamara. À travers cette signature, la société indienne Ashapura s'engage à investir de façon provisoire 250 millions de dollars, dont 5 millions pour la première phase de réhabilitation du port de Konta. Dans le contrat figure également l'expansion de la capacité du port de 3 millions à 10 millions de tonnes par an. En termes d'emploi, le projet pourrait créer 18 000 emplois, dont 3 000 directs. Malgré la taille modeste de la mine, l'activité portuaire pourra apporter quand même des bénéfices au niveau local. Au-delà de ces bénéfices-là, il y a aussi le fait que nous pourrons commencer à produire du fer dans le cadre de la politique de diversification de la production minière portée par le président Alpha Condé. Bien sûr qu'il y a l'avantage fondamental qui aussi consiste à ouvrir un nouveau corridor de développement minier, en l'occurrence le corridor de Forcaria. En ce qui concerne la production du fer, elle doit suivre différentes phases, explique le ministre des Mines. Le projet de fer lui-même va commencer par une production à l'état brut. Ensuite, il y aura l'enrichissement et enfin la semi-transformation. Donc c'est en différentes phases et nous allons dans les prochains jours envoyer une mission d'explication, de présentation de l'investisseur au niveau des autorités locales, au niveau des communautés locales. Ils sont déjà habitués à cette zone parce qu'ils y ont fait plusieurs visites, mais nous allons officiellement aller les introduire pour que les travaux puissent commencer. Le département des mines et de la géologie s'engage à suivre de près l'exécution du contrat. Il invite la société bénéficiaire à honorer ses engagements. Le 5 juin de chaque année est célébrée la journée mondiale de l'environnement, de notre environnement qui devient chaque minute plus pollué que d'habitude. En Guinée, pas une grande cérémonie à cette occasion. Pourtant, toute l'urgence est là pour sauver l'environnement. Mamadou Saliouba, Tcherno Sadouba. Il est pour nous un trésor inestimable, la clé même de la vie, l'environnement. Il nous permet de bien respirer, de mieux vivre aussi. Mais cet environnement est aujourd'hui plus que jamais menacé, étranglé par l'homme. Il construit au bord de la mer, dans les forêts, coupe des bois, sa voiture dégage du CO2 et il laisse couler dans la nature des produits toxiques. Des gestes d'une conséquence grave qui risquent dans les années à venir de lui rendre la vie difficile. Vous avez vu déjà que nous sommes aujourd'hui le 5 juin. Et le 5 juin d'avant, c'est la pluie qui abordait un peu partout dans la ville de Conakry et à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, je crois que la pluviométrie aujourd'hui est un peu rare parce que notre comportement, c'est-à-dire le comportement anthropique, est vraiment compliqué par rapport à l'environnement. Regardez la mer. Aujourd'hui, quand vous poussez la mer en faisant le système de remblayage et pour pouvoir essayer de construire, il y a la biodiversité marine qui est
menacé. Ensuite, les populations qui vivent dans les îles perdent leur vie. C'est-à-dire que leurs terrains de culture, leurs bas-fonds de culture sont tous presque disparus. Je veux parler les gens de Kabak, de Fodéba, ainsi de suite. Il y en a qui ne peuvent pas aujourd'hui même apporter un peu. Même la biodiversité, le côté poisson, a presque disparu. Nous avons les animaux aussi qui sont très menacés. Récemment, il y a un rapport de l'ONU qui parlait d'1 million d'espèces menacées d'extinction. Et en Guinée, on a vu récemment la parade des 2 éléphants en Zérékoré la semaine dernière. La Direction nationale de l'environnement nous disait que c'était juste une aventure, mais pour des personnes bien averties et tout, on dit que si ces éléphants sont sortis, venaient jusqu'en ville, c'est qu'il y a quelque chose qui leur manque en forêt, notamment la nourriture. Il y a eu aussi les hippopotames à Sigiri aussi, il y a juste moins d'une semaine qui sont venus à la recherche de potagers. Donc ça veut dire que l'homme est en train de mettre en danger l'environnement et nous mettons en danger notre vie aussi. Mais qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? Dans certains pays occidentaux et asiatiques, les conséquences sont encore plus directes. Elles se manifestent par la montée des eaux, la forte chaleur, mais aussi par des brouillards, comme sur cette photo prise en Chine. Mais dans ces pays, la prise de conscience est en marche. On fait la promotion des véhicules électriques et à hydrogène. La population est initiée au reboisement et dans certaines universités, il faut planter un arbre pour avoir son diplôme de fin de cycle. Les matières plastiques deviennent aussi de plus en plus rares, contrairement à certains pays où la majorité des déchets se composent essentiellement de matières plastiques. Je me réjouis aujourd'hui qu'il y ait 34 pays sur le continent. Le dernier en date, c'est la Tanzanie, qui a banni les sachets plastiques, non seulement la création, comment on appelle ça, la fabrication, mais aussi la consommation. Et je souhaiterais que notre pays soit dans cette perspective parce que ces sachets plastiques à usage unique peuvent aller jusqu'à plus de 100 ans sans se dégrader selon les spécialistes. Et on a retrouvé récemment des baleines qui sont mortes avec des tortues marines, notamment sur les plages en Italie, qui avaient plein de plastique dans le ventre. Peut-être que c'est plastique qui ont causé leur mort. Et lorsque nous les utilisons, et les femmes aussi à la cuisine pour allumer le feu et tout ça, il paraît que c'est cancérigène. L'humanité est consciente de ces actes et initie des projets comme le COP pour limiter les dégâts. Mais pour plus d'efficacité, il faut une grande prise de conscience. On ne peut pas interdire la consommation locale. La consommation locale en bois, nous devons accepter parce que l'homme ne peut pas vivre sans la consommation du bois. Vous voyez, quand on va interdire aujourd'hui de ne pas consommer le bois, c'est-à-dire que le charbon par exemple, prenons le secteur charbon, on dit qu'on ne peut pas consommer le charbon à Conakry, alors comment les mamans vont essayer de faire la cuisine? C'est pourquoi aujourd'hui la consommation doit être minimisée en remplaçant ces zones qui sont déboisées en les reboisant. S'il faut évoluer dans un cadre légal, c'est appliquer les textes. Nous avons assez de textes, notamment sur les pollutions, sur les déchets, sur le climat. Il y a la stratégie nationale de la diversité biologique, sur le changement climatique. Il y a le code de l'eau, la politique nationale de l'eau qui est en élaboration. Il y a également le code de l'environnement qui est en révision. Il y a le code forestier, nous avons le code de la faune. Tous ces textes sont là, mais leur application souffre véritablement. Donc, il faut appliquer les textes que nous avons. Toute l'urgence est là, car cet environnement unique, moins respecté qu'il soit, est notre plus grand ticket pour l'avenir. Et pour aller plus en profondeur avec d'autres secteurs, écoutons Idjatou Kamara, journaliste spécialiste en environnement, au micro de nos reporters. L'Afrique a subi de plein fouet les effets du changement climatique. Mais c'est paradoxal parce que l'Afrique ne pollue pas autant, parce que l'Afrique n'a pas autant d'industrie. Vous avez les plus grands pollueurs du monde, les États-Unis, après la Chine. Tous ces pays polluent, mais ce sont les premières industries mondiales. Et si ces pays n'acceptent pas de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre ou n'acceptent pas de contribuer pour lutter contre le changement climatique, ça veut dire que la situation risque de ne pas être maîtrisée.